Bah, c'est surtout qu'ils ont pris l'habitude d'écrire nos histoires. Moi, je suis née en Guadeloupe, j'ai grandi là-bas. Cette confrontation à la police, nous, on n'a pas ça. C'est-à-dire que tout le monde est noir, plus ou moins là-bas, le racisme, il est inversé, si on peut dire ça comme ça. Et à part si tu vis sur un ghetto, où tu traînes avec des gens qui sont mal famés, t'as pas ce rapport-là avec la police municipale ou avec la gendarmerie. Et c'est vrai que je suis pas les informations, les journaux télé, les journaux papier, je veux vivre dans une bulle où tout va bien, donc je me préserve de tout ça, c'est personnel. Et votre combat, moi je l'avais découvert par rapport à qui. Je ne conçois pas qu'on traite des êtres humains comme ça, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient jaunes. Et ça me fait mal, en 2017, qu'on vive ça en France. Qu'on vive ça n'importe où en fait. Voilà. Donc, je sais pas comment vous avez fait pour pas devenir fou. Parce que moi, en lisant votre souffrance, votre combat plus qu'une souffrance, les deux, j'aurais pas pu. Donc je vous admire vraiment tous. On peut pas traiter des êtres humains comme ça, je comprends pas. Je pense que personne peut comprendre. Je suis partie en Guadeloupe. Et quand je suis partie en Guadeloupe, j'ai découvert mai 67. Mai 67, on est arrivé au moment de la date d'anniversaire, que je connaissais pas du tout. Il y avait des plein de... Avec Elie Domota, le LKP, on les a vus pendant plusieurs jours, où ils nous ont raconté l'histoire de mai 67. Aujourd'hui, tu as dit 2017, mais en mai 67, cette police française ont été tués une population, c'est une population noire. Et oui, mais en fait, ces personnes sont mortes, mais elles sont mortes pour que nous, on puisse avoir une certaine liberté et certaines conditions de vie et jouir de certains droits. Aujourd'hui, en 2017, ça continue. On n'a pas le droit de respect spectateur de tout ça, on n'a pas le droit de ne pas se battre parce que des personnes sont mortes pour rien. Nous, la femme de couleur ou la femme en général, c'est pas quelque chose qu'on veut forcément détruire. Mais aujourd'hui, quand on regarde, moi je me fais pas contrôler 5 fois par jour quand je marche dehors. Je ne subis pas la même violence, même si les femmes subissent des violences. Mais aujourd'hui, à travers le regard de ces forces de l'ordre, de ces gendarmes, nos frères, ces jeunes garçons sont déshumanisés en fait à leurs yeux. On ne les voit même plus comme des personnes. On les voit quand tu rentres dans le quartier, on les tutoie, on leur crache dessus. Comment nos frères sont perçus en fait? Ils ne sont même pas perçus, ils ne peuvent, pour eux, c'est même pas des personnes qui peuvent participer à la construction de ce monde. C'est même pas envisageable parce qu'on les considère comme des moins que rien. Donc quand ils viennent dans nos quartiers, quand ils viennent voir mon frère, quand ils viennent interpeller mon frère, on le dit dans le livre, dans le coffre, ils sont armés comme s'ils allaient en zone de guerre. Ce combat-là, on gagnera quand on leur dira, nos frères, ils ont un cœur, ils savent penser, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont le droit de circuler, ils ont cette liberté de circuler librement sans qu'on puisse les contrôler 5 fois dans la journée. Ils ont le droit de rêver, ils ont le droit de même rester en bas de chez eux. Et ils ont un cœur, c'est des êtres humains. Cette journée de la journée de la femme, on a l'égalité de la femme à travers un monde, mais face à quels hommes en fait? Face à quels hommes? Ce ne sont pas nos hommes à nous. Parce que ces hommes face auxquels on demande cette égalité-là, eux ont déjà du mépris pour nos hommes à nous, dans nos quartiers. J'ai dit, mais c'est à eux qu'on devrait aujourd'hui, on va faire une journée pour eux en leur disant, mais regardez-les, ils sont là. Eux aussi, ils existent. Eux aussi, ils ont le droit de participer à tout ça. On va leur faire une journée pour leur donner une égalité pour qu'ils puissent vivre dans une tranquillité. Mon frère, il est mort à cause de tout ça. Et vos frères sont morts à cause de tout ça. De cette société, de ce qu'ils ont créé. On ne permet pas de réfléchir, déjà de se construire, parce qu'on tue les imaginaires le plus tôt possible. Dès le collège, t'es un vaurien, ou t'es un franc, ou même au niveau de l'orientation. Durant toutes ces années, voilà, tu parles de ta vie, tu as 3 enfants, t'es mère et femme d'une personne. Comment tu as fait quand même pour gérer ta vie personnelle et ton combat? Et est-ce que tu as eu des moments, je sais pas, où tu as peut-être pensé à abandonner, à te dire tout ça, ça sert à rien, sachant que après les faits d'Adama, il y a quand même eu d'autres faits dans le cas de Théo. Enfin voilà, finalement ça s'arrête pas. J'ai l'impression que ça n'a pas trop servi de leçon, malgré tout, d'une certaine manière. Donc comment tu as vécu tout ça? Est-ce que tu as eu des moments de haut, de bas?
comment tu as rebondi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Arrêter, non, jamais. Jamais, voilà. Jamais, Tu n'as jamais pensé? Jamais. T'as dit, j'ai 3 enfants, mais moi, mes frères, c'est comme mes enfants. Ouais, C'est à moi, c'est en moi. Je présume qu'il y a eu d'autres avancées depuis la fin de l'écriture du bouquin, mais n'ayant pas vraiment fait de recherche profonde sur le cas, où ça en est où à ce niveau-là? Les experts indépendants qui vont travailler pendant 7 mois pour refaire les contre-expertises, mon frère a suivi 4 expertises et qui vont valider au mois de juillet que oui, ce qu'on dit, qu'ils vont faire parce que la famille Traoré dit. Donc pour nous, c'est une bataille qu'on gagne. Donc du coup, c'est grâce à votre entourage de militants que vous refusez ce corps. Oui. C'est que si vous ne saviez pas, enfin... Ils ont l'habitude de faire ça. Quand tu dis ils ont l'habitude de faire ça, moi, ça sous-entend une machination pour se couvrir en fait. Ça sous-entend que du gendarme en passant par toutes les personnes, donc la hiérarchie militaire et les judiciaires, tout le monde, jusqu'au plus haut sommet de l'État, puisque quand le ministre de l'Intérieur vient et dit non, c'est rien, c'est une erreur, c'est-à-dire que tout le monde couvre tout le monde. Et je n'arrive pas à concevoir qu'avec la gronde et le mouvement et tout ça, on continue à couvrir. Ça serait tellement plus simple de dire bon, bah, vous avez merdé, payé. Ils ont l'habitude de faire ça depuis des décennies. Quand nous sommes convoqués à la préfecture de Cergy, ils sont parents. Ils savent très bien qu'on va convoquer la famille Traoré, on va leur dire ça, on va leur mettre une petite carotte, on va quand même emmener le corps. Tout ça, c'est comme si... c'est la même mascarade à chaque fois. Ils se réunissaient autour d'une table. Oui, mais cette mafia, entre guillemets, est censée nous protéger. C'est-à-dire qu'on élit, on vote pour des gens qui prennent des décisions pour nous, on forme des gens qui ont une formation, qui ont un examen. Enfin, tout le monde ne rentre pas gendarme, il faut remplir certaines conditions. Il y a une visite médicale, une visite psychologique, il y a des tests. Si tu fais 1m60, c'est mort. Enfin, il y a des règles, quoi. Donc, t'es comme moi. Oui, il y a une taille. T'es un être humain comme moi. Entre guillemets, on te donne la possibilité de nous protéger. C'est un luxe, en fait. On te donne le pouvoir, enfin, pas le pouvoir, mais c'est un privilège, quoi, frère. C'était pas... La justice est au-delà des principes, tout ce qui est impartialité et tout ça, la justice, quand même, c'est une affaire d'hommes, de personnes, des personnes avec des façons de... avec leur capacité de compréhension, avec leur interprétation, avec leurs préjugés, etc. Donc, tant que... je pense que quelque part, tant qu'il y aura des gens qui auront ces préjugés-là, tant qu'il y aura des gens qui se sentiront supérieurs, plus légitimes que d'autres, ça existera toujours. À moins qu'il y ait vraiment une personne qui prenne les mains en chaud, les choses en main et qui agissent en ce sens. Tant qu'il n'y en aura pas un qui sera honnête et qui dira écoutez, vous avez fait de la merde, moi je refuse, ça va continuer. Ils disent pas c'est à la gendarmerie. Ils donnent juste une adresse sans donner. Donc eux ne pensent pas du tout que c'est la gendarmerie. Ça veut dire qu'ils font plein d'allers-retours dans l'avenue. Et c'est après qu'ils comprennent que c'est la gendarmerie. Ils ne vont pas donner l'état de santé de mon frère, alors que mon frère est dans un état très critique. Et quand ils arrivent dans cette gendarmerie, ils vont dire aux gendarmes retirer les menottes. En recueillant tous les exemples de morts qu'il y a eu, peut-être que c'est là qu'il faudrait peut-être agir pour qu'on puisse interdire justement cette technique. Ça fait partie aussi du combat à Damas. C'est comme si tu pouvais décrire ce qui se passait. Ces mots-là te font pas mal. Pour raconter l'histoire de mon frère, que son histoire c'est un peu de tout le monde, il faut les dire, c'est les mots qui font mal, mais il faut les dire que tout le monde puisse les entendre. Si je ne les dis pas, les personnes ne réalisent pas, c'est ça? N'entendent pas, ne réalisent pas, ne le sentent pas, ne comprennent pas. On est obligé d'en dire. Et plus les jours avancent, plus on a des faits accablants, plus ce combat se durcit et prend de l'ampleur et se solidifie et s'organise. Mais il y a ces deux coups de lecture où tu as ces faits qui tombent, on a encore des informations de plus en plus dures, de plus en plus précises. Et à côté de ça, il y a ce combat qui grandit, qui se construit. Comme c'est vraiment sur la forme d'un journal, on voit tout ça se construire.
En fait, ils n'ont pas compris, c'est que plus il faut subir l'acharnement, plus on lui donne la force. Demain, tu disparais. Tes mots, ils sont là. C'est pour ça. Moi, j'ai choisi ce lieu pour ça, en fait. Et ils existent. Moi, je crois que ces barbershops fonctionnent parce qu'on les considère, en fait. On considère leur style, on considère leur musique, leur façon de parler, on les reçoit. J'ai déjà vu John qui nous reçoit ici et dire bonjour à tout le monde quand il arrive. C'est un entrepreneur, il leur ressemble. Enfin, voilà, à partir du moment où on maîtrise ces mots, on les utilise, on les diffuse, parce qu'il faut que ce soit ces jeunes-là qui lisent ce bouquin. On leur fait peur. On les choque pas, ils ne sont pas choqués, ils les connaissent, ils les maîtrisent. On les choque pas. C'est qu'on puisse les maîtriser qu'ils leur fait peur. Et qu'on puisse aussi connaître les musiques. On parlait de mai 67 en Guadeloupe. Ah, tu vois, c'est super important de ce que tu fais à chaque fois, c'est-à-dire de recadrer les choses et de prendre les faits que tu prends à chaque fois. Mais que ce soit dans l'affaire de ton frère, mais dans l'histoire aussi, parce qu'en fait, comme tu dis, les gens ne connaissent pas leur histoire. Et même, ils ne se connaissent pas aussi eux-mêmes. On utilise des termes, racisme inversé, alors que pour moi, ça n'existe pas. Et en fin de compte, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne se connaît pas. Et il y a autre chose aussi sur l'affaire, c'est quand tu, à un moment donné, par rapport à la mairie où tu disais que, par exemple, la maire n'avait pas fait ses condoléances, et bien tout ça, on en revient à l'invisibilisation, en fait. C'est-à-dire que c'était personne. Et en fait, c'est ça, à partir du moment où tu considères les personnes, et ben, tu es obligé de donner tes condoléances, c'est normal. Et là où j'aimerais revenir aussi, c'est au début du livre, à quel moment tu sens que tu rentres dans le combat, parce qu'au début du livre, tu parles de ce militant, enfin de cette personne qui s'est déplacée de Lyon, je crois, voilà, qui vient à toi et qui t'explique certaines choses. Tu rencontres aussi Mademoiselle Asbag, tu rencontres encore une autre personne derrière ça, la sœur du jeune homme qui s'est fait tuer d'une balle dans le dos, j'ai oublié son nom, voilà ça. Et non. Voilà, c'est ça. Et en fait, et donc c'est à ce moment-là que tu comprends que tu as basculé, que tu comprends qu'en fait, ça va pas être une affaire simple, que les mots qu'ils utilisent, ceux qui te disent, tu sens que là, ok, on va rentrer vraiment dans quelque chose où il va falloir s'organiser. À Damas, ça ne pouvait pas devenir un fait divers. Et quand j'arrive à Beaumont, Beaumont avait déjà fait le travail, tout ce qu'il fallait faire de toute façon. Ils avaient déjà porté le combat. Moi, on a juste impulsé tout le reste ensemble. Mais tout de suite, on savait. Tout de suite, on savait. Et après, c'est vrai que quand toutes les autres personnes, les militants viennent, en fait, moi, j'étais vraiment dans... On avait reçu beaucoup de monde à la maison. Moi, j'observais beaucoup. Je parlais pas beaucoup. Ça peut être aussi étouffant. Non, c'est que... J'observais. Je savais même pas dans... Je savais même pas dans ce qu'on était. Je savais ce qu'il fallait faire, mais j'observais. Et après, j'ai compris que, en fait, personne n'allait parler pour nous. Personne. Vous êtes là, mais c'est nous, on va parler. C'est pas vous. Vous êtes là, ok, il n'y a pas de problème. Et on a essayé, mais ça sera nous. Mais tout de suite, on savait que l'affaire de mon frère, ça allait être... Alors, parce que nous, tout de suite, ils ont sorti les mensonges. Donc tout de suite, ces mensonges-là, nous n'étions pas d'accord. On ne pouvait pas les accepter. Donc on a pleuré un jour, on a séché nos larmes, on a mis nos boîtes et on est parti. Et depuis, on est encore sur ce même chemin, on ne s'est pas retourné encore. Justement, dans le livre, tu rends vraiment hommage à toutes ces personnes, à toutes tes rencontres en fait. Si on peut s'adresser à eux demain, on peut leur écrire une lettre. Ça leur suit toute leur vie. C'est ça la volonté. Il faut qu'on sache que Lucie a participé à tout ça. Lucas Moutet à mort, il faut qu'on sache que Nathalie Gros, que ses arrière-petits-enfants sachent que c'était une sorcière. Oui, mais elle n'est pas raciste, elle a des enfants métis, attention. Il faut donner les noms. Il faut individualiser les gens. Il faut que les gens prennent leur responsabilité de ce qu'ils ont fait. Quand on les voit, c'est lui, c'est elle, qu'ils aient aussi ce stigmate sur eux. Est-ce que ça a posé problème à la maison d'édition? On leur a dit, de toute façon, oui, ça l'a posé problème. En fait, l'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait plusieurs maisons d'édition qui nous ont repris. Donc c'était
c'était un peu facile de négocier. On avait le choix. On avait un peu de force. Donc, si on ne voulait pas, c'est pas grave, on pouvait parler comme ça. Et d'ailleurs, à la sortie du livre, est-ce que la mère de Beaumont a fait une réflexion, quelque chose? Parce que justice, apparemment, ça l'intéresse pour sa personne. Donc, elle voulait porter plainte pour diffamation, tout ça. Maintenant... Parce que nous, on a des personnes à la mairie qui ont la colère. J'en suis sûre qu'elle aura des fléchettes de nous et tous les soirs. J'en suis sûre. Elle ne peut pas faire une déclaration publique. On n'a pas été attaqué pour diffamation. Parce que tout ce qu'on dit est vrai. Oui, voilà. C'est vrai que vous... On a retiré certaines choses parce que le procès n'est pas encore arrivé. Passé, sinon il y a des choses qu'on ne peut plus dire, encore plus violentes. Mais tout ce qu'on dit est vrai. Il y a beaucoup de guillemets, il y a beaucoup de conditionnels. Parce qu'ils attendent que ça, c'est de nous attaquer en justice. Et quand on écrit, notre avocat a fait la relecture et a fait attention à ce qu'on ne puisse pas nous attaquer sur certains mots employés dans ça. Mais, je sais qu'ils l'ont lu, je sais qu'ils l'ont reçu. Ils peuvent rien dire de toute façon. Les gendarmes, ils continuent toujours à venir un peu piquer les gens, même les contrôles, ils me connaissent déjà. Moi, ils me connaissent, donc ils vont venir encore me contrôler. Je vous dis, ils me connaissaient déjà, vous voulez quoi. Et c'est à chaque fois, et au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a toujours des tensions dans les quartiers. C'est vrai que des fois, les jeunes, leur colère, comment on peut se entendre? Des fois, nous, on ne se fait pas écouter par les forces de l'ordre. Dans les quartiers, la plupart des personnes peuvent que répondre des fois par la violence. Mais pourquoi? Parce que personne ne nous écoute. C'est-à-dire même si on va les porter plainte, ouais, on va les porter plainte, mais sans suite. Mais jusqu'à présent, ça se passe bien et voilà quoi. Nous, on reste à notre place et nous, la famille Traoré, personnellement, on est là pour faire appel au calme à chaque fois, mais bon, on ne peut pas retenir tout le monde, tout le quartier de leur colère. Ouais, voilà. Comment? C'est pas votre boulot de... C'est pas mon boulot, mais nous, par rapport à notre image et la famille Traoré, l'image de mon frère, tout ça, on est obligé de rester, de faire appel au calme, au quartier, tout ça. Même si nous, on serait peut-être les premiers à aller à la bataille, mais c'est pas le cas, parce qu'il y a Bagui en prison, il y a Yacoub en prison, il y a un ami proche à moi qui est en prison. Moi, j'ai été en prison par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je pense que ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, mais on attend que la justice soit faite et puis voilà. Sinon, tout va bien dans le quartier. Les gens, vraiment, ils nous soutiennent quand on fait un événement. Quand on fait quelque chose, tout le monde va au fourneau, tout le monde ramène sa contribution au procès de Bernados. On m'appelle, je reçois un appel de quelqu'un qui me dit voilà, Assad a cette information-là, t'en fais ce que tu veux. Moi j'avais les envoyés, ça coûtait moi. J'en ai dit, c'est pas simple, non. Et depuis, Nathalie Gros ne voulait pas que ça sorte. Nathalie Gros couvrait ce gendarme. Et voilà, ce sont des gendarmes comme ça qui... C'est une femme qui est... Voilà. Et ils ont quand même été médaillés par le ministre de l'Intérieur. C'est un délinquant sexuel qui porte plainte contre la famille Traoré et nos frères sont en prison. Et on apprend quelques mois après qu'il est en garde à vue pour ça, parce qu'il risque la perpète, il risque plus de 30 ans en prison. Tentative d'assassinat contre les forces de l'ordre après la mort de Azamba. En fait, c'est le témoin principal de la mort de mon frère. C'est le dernier à l'avoir vu vivant et c'est le dernier à l'avoir vu mort dans la cour de cette gendarmerie. Ils ont vite emmené Bagui à Cergy-Pontoise. Et sauf qu'on vient chercher Bagui 7 mois après, quand il y a outrage et violence, Youssouf va sortir, mais on ne comprend pas pourquoi on fait sortir Youssouf et pas Bagui. En fait, parce qu'ils sont en train de préparer une tentative d'assassinat contre lui. Bagui, le témoin principal, c'est un témoin qu'il faut discréditer, c'est un témoin qu'il faut isoler, c'est un témoin qu'il faut fragiliser, c'est un témoin parce qu'il est important dans l'affaire de la mort. Nous, on l'aura cette mise en examen, mais on ne l'aura pas au sacrifice de Bagui. Il sait qu'il est pris au piège. Il sait que on veut sa peau. Quelque chose qu'il accepte quelque part. Pour son frère. Il dit qu'il veut sortir parce qu'il a un fils. Il a un fils qui a 5 ans, qu'il voit son fils grandir, son fils a besoin de son père, son fils vit chez moi actuellement, et c'est important. Mais il n'oublie pas. La dernière fois j'ai été le voir, il dit, c'est Adama en fait. Il sait que, c'est pour ça que c'est un combat. Le combat de Bagui, c'est le combat d'Adama, c'est pareil. Du coup, leur état psychologique,
comment ça se passe au niveau, comment ils sont traités en prison? Ils sont assez bien traités. Ouais. L'affaire Adama Traoré touche beaucoup de monde. Malheureusement, il continuera à en avoir, mais en fait, vous êtes juste un point qui en fait, qui est en train d'opérer la bascule, en fait. Parce que vous le vouliez ou non, en fait, c'est que vous avez pris un combat pour Adama, mais qui va plus loin que Adama, finalement. Et qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent, et que tous les gens qui sont venus avant, dans les premières heures, finalement, pour vous donner les clés pour faire face à la machine médiatique et judiciaire qui va se mettre en place, avec tous les éléments qu'on vous a donnés, finalement, pour reprendre votre histoire et en parler. C'est marqué, en fait. C'est que maintenant, tous les prochains qui vont avoir quelque chose, ils sauront que vous êtes passé avant, que vous avez commencé à récupérer votre histoire et à parler à votre nom et à vous défendre à votre nom, en fait. Ce qui font que ce sera long, il y aura d'autres gens qui vont venir grossir les rangs et ça finira par payer, mais ce sera juste long et cher, en fait, parce qu'il y a plein de gens qui vont tomber sur le jeu. C'est triste à dire, hein, mais c'est la réalité, mais c'est le prix à payer, en fait, et c'est juste vous qui le payez. Mais non, c'est à vous. C'est nous de vous dire merci. Et on se dit merci mutuellement, mais ça veut dire dans 10 ans, comme tu dis, ça va être long. On va y arriver. Mais dans 10 ans, tu pourras dire que voilà, toi un jour tu étais là. Tu as participé au combat d'Adama Traoré, tu as participé au changement de l'histoire. Et c'est ça le plus important, c'est ce que je dis. Le but, c'est pas que tout le monde se lève, mais c'est qu'on y aille tous ensemble. Parce que le combat Adama est représentatif d'un grand mal-être de cette France. Là, les quartiers, la scolarité, les jeunes, la précarité, c'est tout ça en même temps. Et les jeunes des quartiers, en fait, c'est qu'ils sont habitués à avoir ces jeunes en face, ils savent comment les manipuler. Alors que toi, finalement, t'es une espèce d'animal qui savent, pardon, je suis désolée. Mais t'es une personne, en fait, qui ne savent pas comment la gérer, parce que finalement, t'es une fille, issue des quartiers, certes, mais toi, on ne viendra jamais t'attaquer. Et c'est ça qui fait qu'en fait, au final, ils savent pas comment me prendre, mais en plus, tu parles. Donc ça fait que, automatiquement, on va taper. Enfin, c'est ce qui se passe, en fait, clairement, c'est qu'on est... C'est ça qui montre la vérité du combat, parce que finalement, on tape de tous les côtés, de toutes les manières possibles, et tous les coups sont permis, en fait. Et dans leur désespoir de ne pas savoir comment gérer cette situation, ils courent après finalement pour essayer de gérer une situation qu'ils n'arrivent forcément pas à gérer. Et c'est ça qui fait qu'au final, c'est ça qui est parlant de vérité finalement pour toi dans ce que tu dis, mais il n'y a même pas besoin de parler. Dans l'observatoire, il y a aussi des personnes qui ont justement des proches qui ont subi des transpositions. Cet observatoire, si demain on en a besoin, on l'utilisera. Aujourd'hui, nous sommes dans le combat Adama et ça fait qu'un an. Parce que c'est vrai qu'on prend le combat Adama comme si ça fait des années qu'on était là. Et ça fait qu'un an. Il y a beaucoup de choses qui sont passées en un an. Parce qu'il s'est passé énormément de choses, mais ça fait qu'un an. Combat gagné. Si ça se passe pas comme tu le souhaites, est-ce que ça sera un combat perdu pour toi? On ne lâchera pas. Si on était parti dans ce sens-là, au mois de juillet, on n'a pas du tout on n'a pas ces expertises qui veut dire que mon frère est mort asphyxié. Ça veut dire que c'est comment en fait, je disais tout à l'heure, à partir du 19 juillet, on est parti sur un chemin, on ne va pas se retourner, ce chemin-là, on va continuer. Et en fait, pour nous, quoi qu'il arrive, ce combat, il faut qu'on le gagne. Est-ce que tu sais qu'en fait, on est là maintenant? Pas complètement. Une bataille. Comment? Ouais, une bataille, voilà. J'ai pas compris. Une bataille. Voilà. On a gagné une bataille. Ok, d'accord, c'était juste pour savoir. Voilà. Parce que le mot attendre la victoire, tu l'as déjà. Le meilleur combat, en fait, c'est quand tu n'utilises pas les armes et tu ne peux que gagner. Et là, ce que tu fais, c'est trop fort. Et tu as une putain de détermination que j'ai découvert à travers tout ce que je fais pour ceux qui le savent. Et j'en ai rencontré pas beaucoup de gens avec cette détermination, mais juste des chats. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est sur Arte et qui est encore disponible, qui est en 8 épisodes et qui parle de la population afro-américaine, mais qui fait écho aussi à l'histoire d'Adama. Je ne savais pas qu'on était dedans. Vous êtes dedans, vous allez voir. Je vais juste faire une réflexion sur une petite expérience que j'ai faite il y a 48 heures. Parce que j'ai essayé de retrouver un peu tous les articles qui parlaient de cette affaire. Et j'ai été frappé par un détail qu'utilisaient les journalistes pour parler justement de tout l'historique. C'est que tu sais que tu n'as pas de prénom dans la presse. Tu es la sœur de... Parce que humaniser quelqu'un par son prénom, ça permet aussi de faire beaucoup de choses, de déclencher un... J'ai l'impression que la presse s'y met aussi un peu au regard des détails de ce qui a été donné avec toutes ces manipulations juridiques, etc. Ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, c'est mon frère qu'il faut humaniser. Donc je dis, je ne suis pas militante, je suis la sœur d'Adama Traoré.
moi ce combat je le vis à travers mon frère. Est-ce que vous êtes en contact avec des mouvements internationaux, par exemple Black Lives Matter, des trucs comme ça, à l'étranger? Parce que j'ai bien compris, bon moi je suis arrivé à la fin, là, je suis passé, j'ai vu de la lumière, je me suis arrêté, à la base je voulais me couper les cheveux. Vous voulez tomber sur quelque chose d'intéressant, moi je voudrais savoir, parce que ce que j'ai bien compris de ce que vous dites, vous combattez pour Adama, pour qu'il y ait une justice pour Adama. Mais est-ce qu'il y aura, surtout, mais est-ce que c'est pas un combat qui s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus global? Vous avez lu? Non. Ah, bah c'est pour ça que vous posez la question. Peut-être m'inciter à le lire si j'ai une réponse. Non, bien sûr, tu sais, dans le combat de mes frères, c'est clair que le combat de mes frères, si c'était que pour Adama, on s'en remet à Dieu et on attend le combat et c'est fini. Mais ça veut dire que je vais me répéter, mon frère il est mort à cause d'un système. Excuse-moi de te couper. Moi ce que j'ai envie de dire c'est que ton frère il est mort parce que c'est un homme noir. Bien évidemment. C'est aussi. Mais ils ont créé quelque chose autour de nos frères noirs. Voilà. Ils ont créé quelque chose autour de ça. Il y a des personnes qui sont jamais rentrées dans des quartiers, ils auront un fantasme, des fantasmes qu'ils ne connaissent même pas. On leur crée même des fantasmes, des imaginaires dans l'inconscient, dans le cerveau des gens. Et mon frère il est mort à cause de ça. Ça veut dire qu'il n'est pas mort. Il est mort parce qu'il est noir, mais il n'est pas mort que pour ça. Il est mort à cause de ce que la société a créé. Et bien évidemment, quand on combat le combat de mes frères, c'est pas que pour Adama Traoré. Adama Traoré, il est représentatif de plein de choses. Moi, j'ai d'autres frères, j'en ai un qui est là. Il y a d'autres frères. Parce que nous, on a subi, malheureusement, il y en a eu après, et ça doit s'arrêter. Ça veut dire que quand on voit nos frères, il faut arrêter de déshumaniser nos frères. Ils ont une vie, ils ont un cœur, ils savent penser, ils ont le droit de vivre. Il faut arrêter de les voir comme des personnes qu'il faut abattre. Et mon frère, il est mort à cause de ça. Quand ils viennent, les gendarmes, ils ne viennent pas en disant ah ben aujourd'hui, j'ai la liste Adama Traoré. Il vient dans un quartier, voilà, on le voit, il est là, on le voit même pas comme quelqu'un. On le voit, on l'insulte, on le frappe, et quand c'est quelque chose qui est porté, quand on parle beaucoup des États-Unis, oui, on parle beaucoup des États-Unis, mais ça se passe en France, ça se passe chez nous. Ça veut dire que c'est pour ça que je voulais savoir si vous étiez en contact avec ces mouvements. La France va beaucoup parler de ce qui se passe aux États-Unis, mais quand est-ce que la France va faire un vrai documentaire à la hauteur de ce qui se passe aux États-Unis, aussi en France? La France n'assume pas ses responsabilités. La France n'assume même pas sa propre histoire. Donc la France, pour eux, il n'y a même pas de racisme. Pour eux, c'est voilà, c'est voilà, c'est un fait divers. C'est pas du racisme hein, pour eux. Hein. C'est pas. Mais nous, voilà, nous si. Ben, au mois d'août, on était à Montréal. On a vu Black Lives Matter Toronto, on a vu d'autres mouvements noirs là-bas. Bientôt, il y a d'autres mouvements qu'on va rencontrer très prochainement, on va communiquer dessus bientôt. Mais voilà, c'est des contacts. Après, ça serait bien que ce soit quelque chose de plus large et de dire à ces gens-là, mais il se passe exactement la même chose en France. Et quand on est parti à Montréal, ils sont choqués. Ils sont choqués. J'ai envie de dire dans le monde entier. Oui. Franchement, moi je suis un noir, j'ai voyagé dans d'autres pays. Je me suis juré que je n'irais plus dans d'autres pays à part des pays noirs. Parce que c'est vrai, il faut dire ce qui est. Dans le monde entier, les gens fantasment sur l'homme noir. Mon frère, il était fan de foot, il suivait ses équipes de foot à travers l'Europe. On lui a enlevé tout ça, on lui a enlevé tous ses rêves. Demain, je peux mourir. Mais je veux dire, mais moi, mes enfants sont petits, qui va les protéger? Qui va s'occuper d'eux? Qui va les défendre? Non, c'est pas possible en fait. Donc c'est obligé. Les personnes avant nous sont mortes, avant nous se sont fait tabasser, se sont fait emprisonner pour qu'on puisse jouir de nos droits de liberté en tant que personne noire, en tant que femme noire. Donc nous, maintenant que nous sommes dans tout ça, on n'a pas le droit de laisser tout ça derrière nous et comme si ça n'avait jamais existé, c'est interdit en fait. On n'a pas le droit. Et ça, on devrait l'étudier depuis notre plus jeune âge. Ça devrait faire la même partie, cette conscience militante pour tout le monde et pour toute cause, peu importe laquelle, de grandir avec ça. On ne peut pas être spectateur. On n'a pas le droit d'être spectateur de ce qui se passe à côté de chez nous, chez notre voisin ou dans la société. C'est pas possible. DNLC, disons-nous les choses. Nous sommes à Reed, spécial Lettre à Adama, avec deux personnalités, deux femmes. Comment allez-vous? Très bien. Très très bien. Toujours ravi de te voir dans nos événements. Très bien. J'ai juste 3 questions à vous poser. La première, vous êtes des femmes déterminées, combatives. J'aimerais bien que chacune d'entre vous décrive l'autre.
déjà là, tu as fait une grosse description, donc c'est lourd. Ce que j'admire chez Assa, c'est sa capacité à aller au-delà du deuil. Ça, j'admire ça. Vraiment, vraiment, il n'y a pas de mots. Tenir, dire, diffuser, combattre tous les jours, avec ce ton de voix, cette précision dans ce qu'elle dit, c'est même trop pour moi. Oh là là, que dire après tout ça? Moi, la première fois que j'ai rencontré, c'était au Salon du Livre et c'est tout de suite quelqu'un qu'on apprécie. On voit, elle est toujours souriante et donc tout de suite ça a accroché. Et quand je suis venue et que j'ai vu que c'était elle, j'étais ravie. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'elle? C'est vraiment génial ce qu'elle fait de faire des rencontres avec des auteurs noirs et qu'on puisse échanger. Et c'est ouvrir la culture aux autres, c'est préserver une culture et ça c'est fort. Donc qu'est-ce que je pourrais dire sur Laurie? C'est qu'elle puisse continuer en tout cas à ouvrir cette culture à beaucoup de monde, à un public beaucoup plus large et on reviendra. Merci Laurie. Mais lorsque je vous vois et que je vous aperçois, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais vous avez des déterminations d'homme. Par exemple, voilà, je sais, tu vas arriver, voilà, calme-toi, voilà. Et j'ai l'impression que vous êtes même plus déterminé que des hommes. Enfin, certains hommes forts en tout cas. Si vous étiez des hommes, quel homme seriez-vous? Quel grand homme seriez-vous si vous étiez des hommes? Si j'étais un homme, ce serait un mix. Un mix de mon père, de mon grand-père maternel, de Malcolm X, et de qui d'autre? Et de mon homme idéal. Voilà. On ne te posera pas de questions sur ton homme idéal, les critères, ci et ça. On va garder ça pour nous. Moi, je serais mon père. Je serais Mohamed Ali. Et Adama. Franchement, mon frère, c'était quelqu'un de génial. Il était gentil, il était bon. Tout le monde l'aimait et il aimait tout le monde. Et on est beaucoup dans la famille, on est 17. Mais je peux dire que c'était le meilleur d'entre nous. Donc si je pouvais être un homme, j'aurais été Adama aussi. Il n'y a pas si longtemps, on a interviewé Madame Danielle Obono, Aïssata Seck. On leur a posé des questions, notamment sur ton combat. Moi, la question que j'aimerais vous poser tout de suite, c'est aussi des femmes combatives, des guerrières. Quelle perception vous avez de ces femmes et de leur combat? Et aussi de Madame Christiane Taubira. Quelle perception avez-vous? Tu as levé les sourcils, ok. Soyez franche, dites-nous. Non, en fait, je lève les sourcils parce que Christiane Taubira, moi, je l'ai connue avant qu'elle ait la notoriété qu'elle est aujourd'hui. Et j'avais assisté à un de ses discours à un congrès de la femme noire à l'UNESCO. Et ce petit bout de femme de moins d'1m60, elle m'avait tellement portée par sa culture, son parler, sa diction, sa détermination, que c'était waouh, ça a toujours été waouh. Je parle pas de sa politique, je parle pas de son intervention au gouvernement, je parle en tant que femme. Elle a 4 enfants, enfin, c'est juste waouh. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est en fait, c'est dur d'être une femme noire. Donc, tu es obligée d'être combative. C'est juste dur. On est le dernier strate dans la hiérarchie. Tu as l'homme blanc, femme blanche, l'homme noir et la femme noire. On est au dernier. Enfin, si on peut nous piétiner, on n'hésitera pas. Parce qu'on a soi-disant la capacité à être piétiné. Donc, c'est dur. Et c'est pas parce que c'est dur qu'il faut se mettre à pleurer, mais c'est juste dur. Donc, quand c'est dur, tu fonces, quoi. C'est comme ça que je vois le truc. Les noms que tu viens de citer, moi je dirais pour toutes, beaucoup de charisme et beaucoup de courage. Et j'ai envie de dire que la femme noire, quand elle arrive à un pouvoir ou à une certaine notoriété, elle est souvent attaquée. Souvent attaquée de actes racistes.
j'ai envie de dire qu'il faut qu'on soit là, il faut qu'on les défende, il faut qu'on les porte. Et la femme noire, elle a toujours eu un rôle très important dans le changement des cours des choses, dans le droit et dans la justice. La femme noire s'est toujours battue, elle s'est toujours mise en avant, elle s'est toujours défendue. Elles s'est même fait frapper, elles se sont même fait emprisonner, mais elles sont toujours restées, toujours debout, toujours là pour protéger. Parce que la femme en général protège tout le monde. La femme en général prend beaucoup de choses sur elle. La femme en général veut le bien des autres avant le sien. Et la femme noire, c'est une femme forte, c'est une femme gentille, c'est une femme avec beaucoup de charisme et c'est une femme qui aime beaucoup le respect. Voilà. Vous dites pas qu'au final... Tu avais dit 3 questions. Excusez-moi. Dernière. Elle m'a mis un coup de pression. Elle a dit dernière, t'as compris? Vous dites pas qu'au final... Après, je sais que nous, on fait partie de ceux qui le reconnaissent aujourd'hui. Qu'au-delà de notre apparence, nous les hommes, surtout certains qui sont costauds aussi et ça, qui ont des apparences de... Voilà. La femme, finalement, est plus forte mentalement. Enfin, les femmes, finalement, sont plus fortes mentalement que les hommes. Généralement. Je veux pas être dans cette dualité en fait. Comme je veux pas être dans l'égalité. C'est qu'on a tous des rôles et qu'on a besoin des uns et des autres et d'être soutenus. Et quand on est soutenu, on est plus fort parce que quand la combinaison est bonne, on est juste porté par cette combinaison. Et c'est trop facile de dire qu'on est... Je sais foncièrement qu'on est plus forte. Je le sais, mais j'ai pas besoin de le dire. J'ai pas besoin de mettre un homme face à ça. Il le sait lui aussi de toute façon. Voilà. Ils sont forts, nous sommes fortes. Chacun a sa force, chacun a sa puissance, chacun a sa détermination, mais chacun a sa propre force. Et moi, dans le combat de mon frère, je vois, on enlève de la force. En tout cas, à ces jeunes garçons, à ces jeunes hommes. Et j'ai envie de leur donner cette force qu'on leur a enlevée. Parce qu'eux aussi sont forts. Et nous, c'est une évidence, de toute façon. La femme a toujours été forte sur tous les plans. Et depuis toujours, mais les hommes aussi. Mais chacun a sa force. Merci à vous. Merci à toi. Merci, Lila.